Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour découvrir, qu'on puisse découvrir tous ensemble La Mâchoire de Fabien Dorémus. C'est une rencontre un peu particulière. Et quand Fabien nous a annoncé qu'il avait son premier roman qui allait sortir, tout de suite, je me suis dit, oh, ça doit être génial d'interviewer un collègue. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais animer ce soir la rencontre avec Fabien. Donc La Mâchoire, je sais pas, est-ce que vous l'avez lu déjà? On va faire un petit sondage. Qui l'a déjà lu? Bon. Oui, Philippe, c'est un peu normal. Donc La Mâchoire, c'est un roman qui se déroule en 1863, dans lequel on va suivre Jacques Boucher de Tertre, qui fait la découverte d'une mâchoire humaine dans une carrière de sable à Abbeville. C'est un passionné d'archéologie et il est certain qu'avec sa découverte, il va pouvoir prouver que l'homme fossile existe. Il fait donc appel à son ami, le géologue Joseph Prešvić, pour examiner cette mâchoire, mais à son arrivée, celle-ci a disparu. Ils vont donc tous les deux enquêter et vivre une aventure complètement inattendue. Ça va, Fabien ? Ça va, d'habitude je m'assois de l'autre côté. Bah oui, c'est ça. Alors justement, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait voir le monde autrement. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Alors, je suis né à Abbeville. Je suis resté du côté d'Abbeville jusqu'au bac. Ensuite, je suis arrivé sur Amiens pour faire des études de physique. Que j'ai continué à Lille. À Lille, j'ai bifurqué vers le journalisme, un métier que j'ai pratiqué pendant quelques années, et pour devenir finalement libraire depuis 2014, ici même, à ce comptoir. Et justement, comment et pourquoi tu es devenu libraire? Alors pourquoi le pourquoi, je ne sais pas, mais le comment, je le sais. Comment on était journaliste, une équipe de journalistes et un illustrateur de bande dessinée. On faisait un journal qui s'appelait Le Télescope d'Amiens, et ce journal-là était totalement indépendant, et il a duré de 2012 à 2014. Arrivé en 2004, et parmi les abonnés de ce journal, il y avait la directrice de la librairie Martel. Et il s'avère qu'on a fermé en 2014, on l'avait annoncé, tous nos abonnés étaient au courant, et puis donc Françoise Godefroy, la directrice, nous envoie un mail en disant j'aimerais bien vous rencontrer, voir un peu, discuter. Bon. Donc je viens. Et puis elle me dit, on discute de ce qu'on a fait dans le journalisme, et elle me dit écoutez, moi j'aimerais bien peut-être que vous fassiez des petits articles concernant la librairie, etc., une fois de temps en temps, parce qu'elle avait l'idée de développer le site internet de la librairie. Et moi je lui ai dit non, parce que j'ai besoin de manger, donc j'ai besoin de non pas faire des piges comme ça à 15 € par mois, mais j'ai besoin d'un salaire pour manger. Et donc elle dit bon, je vais voir un peu, je reviens vers vous dans quelques jours. Et puis quelques jours après, une semaine, elle me dit écoutez, si vous voulez, vous pouvez venir pour ça, parce que moi je lui avais dit, est-ce qu'il n'y a pas, on était au mois de juin 2014, est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, besoin de porter des cartons, tirer des palettes, je sais, moi j'avais déjà fait ça, et donc elle dit bon, je vais revenir vers vous, et c'est comme ça que en juin 2014, je suis arrivé à ce poste-ci pour normalement quelques mois, et puis 3 mois après j'étais en CDI. C'est comme ça que ça s'est fait. Le pourquoi, je ne sais pas, mais le comment, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, tu publies ton premier roman. Est-ce que c'est le métier de libraire ou le métier de journaliste qui t'a donné envie d'écrire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt c'est l'opportunité. J'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman, et ça m'avait jamais traversé l'esprit avant que je me dise tiens, je vais essayer.
Certains ont ça en tête depuis des années, ils se disent qu'ils vont écrire et qu'ils écrivent tout le temps, ils essaient de faire des nouvelles, de faire des romans. Moi, pas du tout. Ça n'a jamais été ça. C'est juste que il y a quelques années, je cherchais une histoire pour continuer à travailler avec un ancien collègue, donc l'auteur de BD Ludovic Rio, qui était avec moi au Télescope d'Amiens. Je cherchais une histoire pour continuer de travailler avec lui. Et j'ai entendu à la radio cette émission, c'est sur France Culture Carbone 14, qui parle d'archéologie, et qui parlait de cette mâchoire à vide dont j'avais jamais entendu parler. Et déjà, la vraie histoire était vachement bien. Moi, je trouvais, et surtout, elle était méconnue, connue seulement de quelques spécialistes. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Alors, Ludo, mon camarade illustrateur, me dit, bah écoute, vas-y, va de ton côté, fais tes recherches, lance-toi là-dedans, et puis on en reparle quand t'as quelque chose. Donc, j'ai fait mes recherches, je me suis lancé, et ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps parce que je faisais ça en pointillé, hein, sur mon temps de loisir. Et quand j'ai fini par faire une espèce de structure, ce qu'on pourrait appeler un séquencier, c'est-à-dire que ça tenait sur 4 pages, il y avait les principales séquences de l'histoire, mais qui étaient destinées à devenir un scénario de bande dessinée et pas autre chose. Quand j'ai eu fini ça, Ludo n'était plus disponible parce qu'il commençait son premier travail avec l'éditeur d'Argo. Là, il est en train de travailler sur son 3e livre, mais à l'époque c'était le premier, et donc ça veut dire, quand on se lance comme ça veut dire qu'on est pris pendant un an et demi. Donc j'avais plus mon camarade illustrateur, mais j'avais quand même ma structure d'histoire. Alors je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Alors j'ai tâtonné, j'ai commencé à écrire d'une certaine manière, puis je refaisais, puis après je relaissais tomber 6 mois, puis après je recommençais. C'était vraiment en pointillé, des gros trous entre les pointillés, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu, mais je ne sais pas dire, pour répondre à ta question, je ne sais pas dire si c'est un métier ou un autre qui a fait, c'est plutôt l'opportunité qui s'est trouvée là. Toujours est-il que j'ai bien pu constater que l'écriture journalistique n'avait pas grand-chose à voir avec l'écriture d'un roman. Et l'écriture journalistique, je savais à peu près faire, mais l'écriture d'un roman, je ne savais pas faire du tout, donc c'était un petit peu long. Alors justement, cette idée, elle t'est venue comme ça en écoutant une émission de radio, mais est-ce que tu as quand même, je présume que tu as dû rencontrer des difficultés pendant l'écriture de ce roman? Ouais, j'avais une obsession en tête, mais qui est une obsession de journaliste, c'est de ne pas perdre le lecteur. Et donc, je me disais, j'ai pas envie d'ennuyer les gens, donc il faut que je trouve des manières, toujours, à chaque chapitre, à chaque fois, pour relancer l'intrigue, écrire d'une manière différente, pas ennuyer. Donc, je me creusais la tête parce que quand on essaie de pas ennuyer les gens sur un article qui fait une page, c'est quelque chose. Pour vous parler en termes, disons, 3000 caractères, souvent, disons une moyenne d'articles. Là, c'est 200 000, donc forcément, c'est pas la même histoire. Donc, il faut chercher comment relancer, comment changer les rythmes, et puis faire en sorte qu'il y ait du mouvement, de la dynamique et de l'action tout le temps. C'était ça que j'avais en tête en permanence. Le duo Jacques-Joseph, ça fait un peu penser à Sherlock Holmes. Est-ce que, justement, tu t'es un peu inspiré est-ce que tu as des auteurs qui t'ont inspiré pendant l'écriture de ton roman? Je sais pas, attends, mais là je réfléchis, est-ce que ça fait Sherlock Holmes? Moins la drogue, parce que Sherlock Holmes il prend beaucoup. Peut-être qu'il y a un... Boucher de Perthes, il a des motivations spirituelles dans sa recherche archéologique. Il a d'abord des motivations spirituelles, chrétiennes, et il va petit à petit devenir un scientifique. Prestwich est plus peut-être plus dans la rationalité. Il y a peut-être un jeu comme ça, mais en tout cas, est-ce que j'ai vraiment je me suis inspiré surtout de ce qui s'est passé. C'est surtout ça. Je suis surtout inspiré de la vraie histoire plus que de la littérature. Et je voulais que ça soit rendre compte
qu'on comprenne à travers ce roman avec des personnages fictifs, qu'on comprenne tout de même les enjeux de l'époque et puis comment on pensait les choses à l'époque. Aujourd'hui, c'est évident qu'il y avait Homo sapiens, qu'il y avait Homo erectus. À l'époque, on ne parlait pas du tout de ça. On parlait de l'hypothèse d'un homme antédiluvien, de celui d'avant le déluge. Donc, on n'avait aucun moyen. Justement, on parlait de l'émission Carbone 14 tout à l'heure. Il n'y a pas de Carbone 14, il n'y a pas d'essai technique scientifique pour pouvoir dater. On est au tout début des techniques où on voit la stratigraphie, donc c'est-à-dire globalement, quand on creuse et que le terrain n'a pas été bousculé, plus on creuse, plus on remonte le temps, pour dire en gros. Et on n'en est qu'au début de ça. C'est-à-dire que ce qui est le plus proche de la surface, c'est le plus récent. Mais voilà, je voulais vraiment être plus proche de l'histoire d'abord. Alors les personnages principaux, donc Jacques Boucher-de-Perthes et Joseph Presswitch, donc, ont existé. Est-ce que tu avais des connaissances sur eux? Est-ce que tu as découvert des choses justement en écrivant ton roman? Ah oui, oui, j'ai découvert plein de choses parce que j'ai plongé d'abord dans les biographies. Il y en a deux principales de Boucher-de-Perthes. Ensuite, je suis allé lire des biographies que je trouvais. Bon, alors t'as pas grand-chose. Hein, t'as 2 pages dans les archives de la Société Royale de Londres, des choses comme ça sur Presswitch. Il y a pas grand-chose. Et après, c'est la documentation, les bouquins d'archéologie, etc. Mais oui, j'ai fait que découvrir des choses sur eux, parce que vraiment, je connaissais rien, à part, moi je suis passé par le lycée Boucher-de-Perthes, donc je savais qu'il y avait cette histoire de silex, mais pas plus. Je savais juste à quoi il ressemblait, mais sinon, j'avais tout à découvrir. Alors justement, quelles ont été un petit peu tes méthodes pour te documenter comme ça sur déjà l'histoire de Boucher-de-Perthes les bouquins, hein, alors le fait de travailler ici, c'est plutôt une aide, hein, parce que de fait, je peux faire une recherche rapide en disant tiens, ça c'est dispo, ça c'est pas dispo, et si c'est pas dispo, je vais aller voir la bibliothèque, et c'était bien pratique. Mais oui, c'est les bouquins qui sont dans le commerce ou qu'on trouve en bibliothèque. J'ai pas fait de recherche en plus. J'allais tout de même voir les plans de l'époque, parce qu'il fallait Abbeville était quand même bien rasé en 1940, donc les rues d'aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec les rues de cette époque-là. On est en 1863, il y a pile 160 ans. De fait, il me fallait un plan. Alors le plan le plus proche que j'ai trouvé, c'est un de 1870, et il y avait déjà tout n'était plus valable, mais on voyait par chance, il y avait sur ce plan-là, il y avait les projets en cours, il y avait le projet de raser le rempart, il y avait le projet de construire la sucrerie, il y avait des choses comme ça. Et donc ça n'existait pas. Et donc à partir de là, et des journaux de l'époque aussi. Les journaux de l'époque, les éditions originales sont facilement disponibles à la bibliothèque d'Abbeville, donc on pouvait. C'est comme ça que je me suis un petit peu renseigné, et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé par-ci par-là des faits divers en disant tiens, alors bon, au début, c'est dans les toutes premières pages, donc je vais pas dévoiler grand-chose. Il y a un accident d'omnibus. Ça, j'ai vu un entrefilé dans le journal L'Abbevillois du printemps 1863. Je me dis, ah tiens, ils ont relaté ça. Je me dis, tiens, je vais m'en servir. C'est comme ça que j'ai introduit le personnage du journaliste. Puisqu'il y a bien un journaliste à l'époque qui est allé voir un accident d'omnibus et qui a écrit. Et donc je me dis, bon, du coup, c'est réaliste, c'est crédible, je le prends. C'est plutôt comme ça que j'ai fonctionné. Comment justement tu as choisi d'avoir des personnages qui ont existé et d'y mêler justement de la fiction? Comment j'ai choisi? C'est-à-dire? Parce que donc ces personnages ont existé, on est sur une histoire il y a quand même un peu de fictif dedans. Et pourquoi justement t'as pas voulu faire que quelque chose qui existait et tu as gardé le côté parce que ça c'est un travail d'historien et que je suis pas historien et que ce boulot-là, le boulot qui pouvait être fait sur le sujet avait déjà été fait. Je parle plusieurs fois. Alors on a fait une petite postface documentaire. Il y a un excellent pour ceux que ça intéresse. Il y a pour ceux que la vie de Boucher-de-Perthes et les événements de l'époque intéressent. Il y a celui qu'on a là-bas au bout sur la table en poche.
C'est la biographie parfaite de Boucher-de-Perthes, où il y a vraiment déjà beaucoup de choses dedans. Moi, j'étais pas capable d'apporter davantage que ça, parce que c'est vraiment extrêmement complet. Donc, ce qui était intéressant dans le roman historique, c'est le côté roman. C'est qu'est-ce qu'on va inventer pour à la fois montrer. L'idée, c'était qu'à travers la fiction, donc qui crée de l'émotion, où on s'amuse, où on eh bien, c'était de faire passer une espèce de vulgarisation scientifique. Il y a ça en toile de fond, même si globalement, tous ceux qui l'ont lu me disent globalement, on sent pas vraiment le côté, le scientifique est là en toile de fond, mais ce qui est intéressant, c'est l'action, c'est ce qui se passe. Et voilà, c'était ce qui m'intéressait, c'est de faire passer quand même en toile de fond des choses, de montrer aussi que l'histoire des sciences n'est pas faite on va pas toujours de rationalité en rationalité, mais il y a des accélérations, il y a des choses irrationnelles qui produisent du rationnel. J'en dis pas plus parce que c'est le cœur du bouquin, mais il y avait ça aussi dans ma motivation. Je vais poser encore quelques questions à Fabien. Je vous laisse réfléchir aussi si vous, de votre côté, vous avez des questions à lui poser. Donc ton livre est édité par les éditions de la librairie du Labyrinthe, avec Philippe Leleu qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de cette phase de l'édition? Parce que souvent on parle du roman, mais avec les auteurs on parle pas trop de l'édition, et je pense que c'est aussi important. J'ai fini le manuscrit, la première version à l'été dernier, et puis la première personne que je suis allé voir quand j'ai fini, c'était Philippe, parce que j'avais l'impression que ça pouvait correspondre à quelque chose qui pouvait l'intéresser. Mais je savais pas que ça pouvait correspondre autant à ce qui l'intéressait, parce que c'est quelqu'un qui connaissait déjà l'affaire, qui connaissait d'autres histoires un peu similaires dans la région, et qui est déjà féru d'archéologie. Ça, je ne savais pas. Et donc, c'est vachement bien tombé. Et donc, depuis, on a travaillé ensemble. On a eu un premier rendez-vous autour d'une bière dans son jardin des Antillonnages. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis, on a avec l'échange qu'on a eu tous les deux, on a enrichi le texte, ajouté des choses, et on s'est vachement bien entendu. Je pense qu'on était sur la même longueur d'onde, et on a modifié le texte tout du long. Alors moi j'avais évidemment jamais travaillé avec un éditeur, et donc Philippe, s'il pense qu'il y a une virgule à changer de place, eh bien, il t'appelle et il te dit, je te propose page 68, je te propose qu'on change cette virgule là, est-ce que tu es d'accord? Et on a fait ça sur tout le texte, donc on s'appelait tout le temps à un moment donné, jusqu'au même le jour de l'envoi à l'imprimeur. On a encore fait des petites modifs parce qu'on y tenait, et ça se mais voilà, le lien s'est fait très facilement. Alors c'est ton premier roman, est-ce que ça te donne envie d'en écrire un autre? Alors je laisse la porte ouverte, mais c'est pas du tout prévu, parce que ça demande beaucoup de temps, et je l'ai pas forcément. Et puis c'était pas dans mon idée de base, j'avais jamais pensé écrire avant de commencer à écrire. Là c'est pareil, j'ai pas dans l'idée d'en écrire un deuxième avant, peut-être que ça me tombe dessus, ça peut-être dans 3 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Ça dépendra si j'ai le temps une idée, et je pense que de toute manière je suis pas quelqu'un qui va tout inventer, je vais pas pouvoir inventer une histoire de toute pièce. Je pense que ça va se faire toujours à partir d'une histoire vraie, où je me dirais, là il y a peut-être un truc à faire en fiction à partir de cette histoire là. Justement, je voulais te demander si te venait l'envie d'écrire un second roman, est-ce qu'il y a un style où t'aimerais t'essayer? Ah non, pas non, pas du tout. Là, vraiment, j'ai pas du tout en tête quoi que ce soit. Alors j'ai une question. Est-ce que tu te sens auteur? Bah non, pas vraiment.
je dis, j'ai l'impression que c'est les circonstances qui ont fait que ce livre a existé, mais je suis pas du tout ces habits-là. Enfin, je me sens pas du tout dans ces habits-là. Alors, est-ce qu'une sortie de livre est stressante? Ouais, parce qu'on se dit, est-ce qu'on n'a pas laissé des grosses erreurs dedans? Est-ce que le fichier qu'on a envoyé, c'est bien le bon et pas celui d'avant où on n'a pas corrigé la page 163? Non, pas 163 parce qu'elle n'existe pas. Mais le stress, il est là. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur parce que c'est 1000 exemplaires? C'est beaucoup d'argent alors qu'il est dépensé uniquement par l'éditeur, mais quand même. Oui, le stress est là, puis après de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que comment se fera la réception. Pour l'instant, je suis assez content parce que la réception est très bonne. J'ai encore une question, mais est-ce que quelqu'un a une petite question à poser éventuellement à Fabien? Oui. Je trouve que c'est un livre qui a du mordant. Déjà, parce que j'en ai lu un tiers en 1 heure et je me suis arraché pour me dire qu'il ne fallait pas que je le lise en entier. Mais j'ai trouvé ça génial parce que c'est assez cinématographique. Et j'ai pensé à Hitchcock. Alors, Hitchcock, il était un peu dans tous ses romans. Et là, vous voulez dire qu'il y avait un journaliste. Et oui, évidemment. Vous y êtes aussi. Le journaliste que vous êtes, il est un peu incarné dans ce journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un petit peu, parce que j'y mêle aussi des petits souvenirs de ce métier-là, mais je pense que il y a un petit peu de moi dans plein d'autres personnages. Oui. Donc je pense que ceux qui me connaissent bien me trouvent dans plusieurs personnages, mais pas tous. Mais il est attachant, il cherche, il essaye de... Voilà, il est un peu inspecteur en même temps. Voilà. Ça, j'ai pas envie de vous répondre totalement parce que j'ai pas, ça vous dirait des choses sur la suite, sur ce qui va se passer après. Merci. Oui. C'est pas une question, c'est une petite critique. Ce que j'ai trouvé bien dans le livre, c'est qu'on ne va pas tout de suite à la fin pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de digressions, de chapitres, qui font des petits chapitres. Par exemple, le chapitre sur le chirurgien, etc., le chapitre sur les traitements médicaux qui se pratiquent à l'époque. Il y a toute une série de petits chapitres un peu isolés, qui fait que ça tient toujours le lecteur en haleine. Et que le lecteur n'est pas tenté, comme dans certains ouvrages, de dire tiens, je vais aller voir tout de suite à la fin ce qui se passe, quitte à revenir après. Parce que généralement, il ne revient pas après. Merci. Voilà. Pas, on parlait tout à l'heure d'essayer de tenir le lecteur en haleine. Voilà. Moi, j'ai lu le livre et j'avais une petite question. D'ailleurs, elle est très réussie parce que finalement, au-delà de l'intrigue, qui finalement des fois passe un peu au second plan par rapport à l'histoire sociale en fait. C'est ça que je trouve vraiment bien, c'est que finalement, grâce à ce fil conducteur, on découvre plein de choses un petit peu de façon, pas hors sujet, mais un peu sur le côté, mais c'est ça qui est bien. Est-ce que finalement c'est pas un genre littéraire un peu nouveau, où on n'est pas toujours plongé dans l'intrigue et que des fois on découvre un peu ce qu'il y a autour? Je pense pas, je pense que, enfin, j'en sais rien, je pense que je suis pas assez un grand lecteur pour savoir si, pour savoir si c'est, mais je pense pas avoir inventé grand chose de nouveau, mais en tout cas je suis content que tu l'aies pris comme ça. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire sociale, mais après je te connaissais déjà avant pour savoir que tu allais écrire ce genre de livre, mais franchement très réussi. Merci, merci. C'est vrai que c'est un livre qui reste très accessible, même sans ayant de connaissances particulières en histoire, en archéologie, tout ça. C'est vrai que c'est très prenant, c'est très accessible. Non, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Oui, ça c'était vraiment une idée que je voulais qu'il n'y ait pas de connaissances archéologiques préalables pour pouvoir lire le livre. Ça, c'était que quand je parlais de vulgarisation tout à l'heure scientifique, je voulais que quelqu'un qui n'a jamais fait de science du tout, jamais de sa vie, puisse le lire et comprendre tout. Et merci. Je vais poser une dernière question et puis ensuite je laisserai, ou alors s'il y a d'autres questions, je redemanderai. Est-ce que le fait d'avoir écrit un roman, est-ce que si un jour tu es amené à rencontrer quelqu'un qui serait paré à écrire un livre, quel conseil tu lui donnerais?
Est-ce que tu arriverais déjà à donner des conseils? Bonne question, j'ai jamais réfléchi à ça. On n'est jamais venu me voir non plus. Pour la bonne raison que personne n'était au courant que j'écrivais aussi. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça va pas tarder. Qu'est-ce que je dirais je sais pas, parce qu'il y a plein de manières d'écrire. Certains commencent, ils ont une idée en tête, puis ils commencent à écrire. À la rigueur, moi je dirais, je serais plutôt curieux de savoir comment la personne compte s'y prendre, et qu'on échangerait sur les différentes manières de faire, et ce que moi j'avais fait, et pourquoi je l'avais fait, et quelles difficultés j'avais rencontrées, et ce genre de choses. Mais des conseils, je me sentirais pas de donner des conseils, je me sentirais d'échanger avec cette personne et pour voir comment la personne en question voudrait s'y prendre. Merci beaucoup, Fabien. Alors, je vous assure, il n'y a vraiment pas besoin de s'y connaître en archéologie pour lire le premier roman de Fabien, et je vous invite vivement à le découvrir, et vous verrez, vous n'arriverez vraiment pas à arrêter votre lecture. Merci Fabien. Merci.